Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Dimanche en politique. Ce sera le grand rendez-vous électoral de 2024. En juin, le 9 juin précisément, nous élirons nos députés européens. Alors énergie, alimentation, santé, défense, l'Europe est partout dans nos vies et pourtant elle nous paraît souvent lointaine. Alors pourquoi cette indifférence, ce désintérêt? Quelle est notre place, nous, Bourgogne-Franche-Comté, dans cette Europe? Avec nous pour en parler aujourd'hui, Patrick Molinos, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes vice-président au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté en charge de l'Europe. Vous êtes membre du Comité européen des régions et vous êtes membre du Parti radical de gauche, le PRG. Patrick Molinos, vous êtes un Européen convaincu? Je vous dirais presque depuis tout petit. Je suis plus qu'européen convaincu, je suis euro-enthousiaste. Je crois qu'il n'y a d'ailleurs pas de voie pour une France forte sans une Europe forte. C'est un des échelons qui organise notre vie quotidienne. Il y a la commune qui est l'échelon de proximité, le département, l'échelon des solidarités sociales, la région qui structure les grandes stratégies, l'État évidemment, et puis l'Europe qui nous permet d'avoir une place dans le monde. Quelques dizaines de millions de Français face à plus de 7-8 milliards d'habitants sur cette planète ne suffisent pas à influencer suffisamment. Le marché européen, l'Union européenne, c'est plus puissant en théorie que les États-Unis, sous réserve que l'unité soit bien portée, bien comprise. Et c'est un des défis parce que c'est souvent trop peu le cas. Alors, on va parler de ce que l'Europe apporte dans notre région tout à l'heure. Mais d'abord, vous, votre mission au Conseil régional, vous êtes chargé de l'Europe. Ça veut dire quoi et qu'est-ce que vous faites? Il y a deux missions. Celle à travers le Comité européen des régions, j'y reviendrai. Et en tant que vice-président en charge des questions européennes, je réalise pour le compte de la présidente de région la fonction d'autorité de gestion. Autorité de gestion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Union européenne a confié, à la demande des régions françaises et de la France, la gestion de toute une série de fonds européens qui viennent alimenter quotidiennement des actions dans de multiples domaines de la formation, la recherche d'emploi, la recherche, les entreprises, l'agriculture bien évidemment. Sur la période 2014-2020, c'est grosso modo, je vous arrondis les chiffres, 1,5 milliard d'euros qui sont venus irriguer l'économie et le territoire de Bourgogne-Franche-Comté, donc c'est considérable. Alors, pour bien comprendre, vous avez un espèce de rôle de négociateur, c'est ça? C'est pas ça, c'est que l'utilisation des fonds publics, qu'ils soient européens ou nationaux, répond à des règles. On ne donne pas de l'argent public comme ça. Mais vous allez sur le terrain, vous, pour essayer de nouer des partenariats, c'est ça? Bien sûr. Il y a 4 grands fonds européens gérés par la région. Le FEADER pour l'agriculture, le FEDER, le FSE pour la formation. Et puis nous avons un fonds spécifique lié à nos relations avec la Suisse, un fonds qui s'intitule Interreg, interrégion. Et avec ces fonds, on finance du transport ferroviaire, des hôpitaux, de la recherche, des entreprises en direct, et évidemment l'agriculture au premier chef. Sur le 1,5 milliard, c'était 1 milliard pour l'agriculture sur la période précédente. Alors la Bourgogne-Franche-Comté, c'est quasiment 3 millions d'habitants. L'Europe, 447 millions d'habitants. Objectivement, on pèse quand même pas grand-chose. Comment on arrive à se faire entendre? On se fait entendre d'abord parce qu'on se fait entendre à travers les États. La réalité, souvent on dit, quand quelque chose ne va pas, c'est la faute à l'Europe. Tous les responsables politiques disent ça, de gauche, de droite. C'est un moyen facile de se décharger de sa propre responsabilité. Il faut quand même savoir que même si le Parlement européen a de plus en plus de pouvoir, même si la Commission européenne doit écouter le Parlement européen de plus en plus, les États, les chefs d'État sont en réalité ceux qui ont le plus de poids sur les orientations de l'Union européenne. Donc il arrive parfois que les responsables politiques nationaux se plaignent de choses à Paris qu'ils ont en réalité décidées à Bruxelles. Donc là aussi, il faudrait un peu plus de transparence ou d'honnêteté intellectuelle sur les sujets. Mais on vit aussi parfois le même genre de jeu entre la commune, le département et la région. Chacun essaye de dire qu'il est le meilleur et que quand ça ne va pas, c'est le voisin qui est un peu moins bon. Si on revient à la région, c'est un travail au long cours pour vous? C'est un travail quotidien. Ça demande des réseaux aussi, peut-être? Non, ça demande beaucoup de pédagogie. La gestion de ces fonds, c'est faire comprendre aux acteurs qu'il y a tout cet argent et qu'il faut pouvoir le solliciter. Ça veut dire
traiter administrativement ces demandes de manière extrêmement rigoureuse, parce on en que parlera tout à l'heure. l'Europe impose, parce qu'elle veut éviter les détournements, elle veut éviter la malhonnêteté qui parfois peut se loger ou a pu se loger dans le passé. Donc il y a des règles assez strictes, voire très strictes, de contrôle de ces fonds. Et notre rôle d'autorité de gestion, c'est faire connaître l'existence de ces fonds auprès des bénéficiaires potentiels et ensuite faire en sorte qu'ils puissent les obtenir dans les meilleures conditions. Il y a aussi le Comité européen des régions. Ça sert à quoi ? Comité européen des régions, c'est, pour vous faire simple, c'est une forme de Sénat européen. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'il n'y a pas de chambre dans les institutions européennes, mais c'est l'instance qui représente les collectivités territoriales de toute l'Europe. C'est 329 membres, désignés par chaque État, qui représentent les collectivités. Dans un État comme la France, où nous avons 3 niveaux de collectivité, nous avons donc des conseillers régionaux, des conseillers départementaux et des conseillers municipaux qui siègent. Et qu'est-ce que l'on fait là-bas ? On dit la voix des territoires, on dit à l'Europe, nous qui sommes les plus proches des citoyens, en particulier les représentants des maires, nous sommes ceux qui voyons concrètement comment l'argent européen est utilisé et puis quelle est la perception des citoyens de cette Europe. Donc nous disons à la Commission, nous disons au Parlement européen, de manière formelle, dans le cadre de consultations, ce qui nous semble important et intéressant pour nos concitoyens. En juin dernier, vous avez été élu président de la commission Civex. Alors, je vous avoue que j'ai découvert en préparant cette émission ce que c'était. C'est la commission citoyenneté, gouvernance, affaires institutionnelles et extérieures. Quel est le rôle de cette instance ? Elle traite des sujets que vous venez d'évoquer, les évolutions institutionnelles, les relations extérieures de l'Union européenne. C'est pour ça que je contribue beaucoup à un groupe de travail sur l'Ukraine. C'est évidemment un des sujets majeurs aujourd'hui. On va voir des photos. Vous étiez effectivement en déplacement ces derniers mois. Nous avons des groupes de travail également avec les pays candidats à l'entrée, aussi bien ceux de la Méditerranée que ceux de la mer Noire. Nous entretenons des relations diplomatiques. Nous essayons de faire en sorte que les collectivités se parlent. Si les maires, les conseillers régionaux, les élus locaux se parlent directement, nous ne sommes pas complètement pris dans les grands jeux des puissances et des États. Et donc créer des liens interpersonnels entre les collectivités et entre les gens, c'est aussi un moyen de travailler à la paix, vraiment, dans le monde. C'est pas un vain mot. Se connaître, savoir comment on fonctionne, savoir quels sont les systèmes démocratiques, nous inspirer des bonnes pratiques des autres ou leur montrer ce que sont nos bonnes pratiques. C'est important dans un consensus démocratique à entretenir. Alors, depuis 2 ans, vous travaillez sur l'Europe. De quoi vous êtes, vous, Patrick Molinos, le plus fier ? Quelle décision, quelle pierre à l'édifice vous avez apportée ? Je ne sais pas s'il y a à avoir une fierté. Je sais que je mets beaucoup d'énergie sur la question ukrainienne. J'ai, à la fois du fait de cette responsabilité au sein du comité des régions, mais aussi parce que je suis au plan national en charge. Je vice-préside une instance qui fait le lien entre l'État et les collectivités sur la coopération décentralisée. Je vais porter l'organisation d'un grand forum franco-ukrainien à la fin de l'année, avec l'appui de l'État, du gouvernement et des collectivités, pour inciter à la fois les entreprises à s'intéresser à la reconstruction et à faire des affaires avec l'Ukraine pour préparer l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Nous allons travailler à la coopération décentralisée, c'est-à-dire essayer de convaincre des collectivités de nouer des partenariats étroits avec des collectivités ukrainiennes. Et puis nous travaillerons aussi, lors de ce forum, sur la question de la société civile et des relations entre les associations. Dans ce pays en guerre, ça peut sembler compliqué, mais c'est absolument vital. Les maires et les élus d'Ukraine viendront, dont le maire de Kiev et beaucoup d'autres, le maire de Lviv, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Donc on va essayer de faire en sorte que la France soit très présente sur l'enjeu de la reconstruction et de la victoire également, mais nous on est plus les aspects civils de la reconstruction en Ukraine, un pays de 45 millions d'habitants. Si l'entrée dans l'Union se réalise comme ils le souhaitent, ce sera extrêmement important qu'on ait des liens très étroits avec eux. Je vous propose qu'on rentre dans le concret, l'Europe dans notre vie quotidienne. Alors c'est quelque chose qui est parfois un petit peu abstrait. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de ce que l'Europe apporte à un Bourguignon ? Typiquement, dans le cadre de la relance, chacun a entendu parler de cette aide, ma prime rénov'. Ma prime rénov', c'est 48 000 bénéficiaires, 48 000 foyers en BFC. Ma prime rénov', c'est 70% de financement européen, par exemple.
Je pourrais vous citer nombre d'entreprises. Alors je vais vous retrouver les chiffres sur la Côte d'Or, par exemple. Nous avons en matière 305 projets ont été soutenus pour 86 millions d'euros dans le cadre du FEDER. Alors on va en parler du FEDER après. Moi je voulais juste comme ça quelques exemples. Alors vous parlez de Des MaPrimeRénov'. hôpitaux, l'établissement public PLEFPA de Beaune a eu un simulateur immersif de conduite de tracteur enjambeur, par exemple, tracteur enjambeur pour les viticulteurs. Donc c'est des choses très concrètes et du quotidien. Du quotidien. L'agriculture, c'est dans ce domaine que l'Europe investit le plus dans notre région. C'est quoi cet investissement? C'est des subventions pour nos agriculteurs? Il y a plusieurs choses. Les fonds européens pour l'agriculture, ce qu'on appelle la politique agricole commune, c'était le cœur de l'Europe, évidemment, et c'est vital pour l'agriculture française. Alors, il y a différents types de dispositifs. Il y a des dispositifs pour accompagner l'installation des jeunes agriculteurs. Il y a des dispositifs dits surfaciques, qui sont des mesures de compensation du fait des divergences, des différences de prix entre les marchés mondiaux et les prix de production en France. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aurait pas la même agriculture, nous, dans notre région, s'il n'y avait pas l'Europe? L'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté et de la France sans l'Union européenne, avec des marchés ouverts, à mon avis, nous n'aurions plus d'agriculture. Les prix mondiaux sont tels qu'une agriculture non soutenue ne survivrait pas. Et c'est l'Union européenne qui porte ce soutien, et la France en est le premier bénéficiaire. Parce qu'on entend souvent, l'Europe, c'est des contraintes, c'est la bureaucratie. Ça, c'est ce qu'on entend du côté des agriculteurs, y compris en ce moment où partout en Europe, il y a des manifestations. Est-ce que vous diriez qu'il y a plus d'avantages que de contraintes avec l'Europe? Écoutez, ça aussi, c'est un peu... Alors, il est vrai que répondre aux dossiers administratifs européens suppose une rigueur. C'est contraignant. Une rigueur. C'est une discipline différente de celle qu'on a... Mais il y a des avantages. Mais il y a des avantages. Alors, sur la surbureaucratisation européenne, déjà, c'est faux. C'est parfaitement faux. Il y a de l'ordre de 32 000, je crois, fonctionnaires à la Commission européenne. La seule ville de Paris en a entre 50 et 55 000. Donc, une organisation qui représente 450 millions d'habitants, ou qui travaille pour 450 millions d'habitants, la Commission européenne, à quelques 30 000 fonctionnaires, une très grande capitale, 50 000. Je sais bien que c'est comparer des choux et des carottes, mais d'une certaine manière, ne simplifions pas trop les choses. Et donc, l'administratif est nécessaire. Nous avons besoin de structures administratives pour pouvoir porter des politiques. L'administration européenne fait un excellent travail. La manière dont on doit monter les dossiers européens n'est pas celle dont on monte les dossiers nationaux. Elle répond à une autre discipline et qui parfois peut sembler excessive. Patrick Molino, je voudrais qu'on revienne sur une image. Cette image, vous allez la reconnaître tout de suite. C'est des agriculteurs très en colère à Dijon. C'était mi-décembre. Des agriculteurs excédés par le retard pris dans le paiement de certaines primes. Des primes censées être versées par vous, par la région, puisque la région a la responsabilité de certains fonds européens. Alors, on va finir de regarder ces images et puis on va écouter une réaction ensemble. Pour certaines régions, ils ont éprouvé quelques difficultés au démarrage, mais maintenant, ça tourne. Et donc, nous, en région de Bourgogne-Franche-Comté, on n'y arrive toujours pas. Donc, il y a quand même un problème. Alors, 600 dossiers en attente, des dossiers d'agriculteurs depuis un an. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est réglé, ça? Alors, d'abord, il faut bien comprendre que personne ne se satisfait de cette situation. Et au premier chef, la région, la présidente de région, est la première ennuyée vraiment de cette situation. Ça veut dire que vous avez des regrets? Il y a des choses que vous avez mal fait? C'est-à-dire que... Alors, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que la région, là, a récupéré la gestion de dossiers qui était auparavant gérée par l'État. Que le transfert... Ça marche bien dans d'autres régions? Ça marche. D'autres s'y sont pris différemment. En tout cas, mieux. C'est ce que disent les agriculteurs. Moi, je ne nie pas qu'il y a des difficultés. Je pense en réalité que des difficultés techniques et administratives se sont transformées en une difficulté politique. Et je ne nie pas, et je partage complètement le désarroi de la profession agricole face à cet engorgement administratif. Mais on en est où aujourd'hui sur ces 600 dossiers? On en est que les moyens ont été mis en place. Des partenariats avec les chambres d'agriculture et l'État ont été renoués pour essayer de se sortir, parce que chacun comprend bien que personne n'a cherché à créer cette situation. Enfin, il faut qu'on fasse preuve de bonne volonté. Il faut que la profession agricole soit parfaitement convaincue que notre volonté est de répondre à leurs attentes. Alors, qu'ici ou là, on s'y soit mal pris,
je ne le nierai pas, et personne n'est parfait. Donc moi, reconnaître qu'on aurait pu faire autrement, on aurait pu faire mieux, je suis prêt à le dire. Mais ça sera réglé d'ici combien de temps ? Je ne peux pas vous le dire. Si je vous dis c'est réglé sous 3 semaines et c'est pas moi qui suis le dossier en plus en direct, c'est une question gérée par la direction agricole. Mon collègue vice-président de l'agriculture est extrêmement investi. Il est agriculteur lui-même. Il connaît parfaitement les difficultés des agriculteurs. Donc simplement, voilà, les manifestations, il n'y avait pas toute la région. 300 agriculteurs. Oui, essentiellement de Côte d'Or, de la Nièvre. Et je ne nie pas, c'était symboliquement un moment important, et quand des citoyens sont en colère, qu'ils l'expriment calmement, tranquillement, qu'ils le montrent, ma foi, ne me semble pas. C'était pas très calme. Bon, là, ça a été un peu, ça a été un petit peu chahuté, mais il faut entendre le désarroi. Donc voilà. Ça veut dire on aurait pu faire mieux, on aurait pu être plus à l'écoute, etc. Bien sûr, on aurait pu faire mieux. Bien sûr, on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux. On aurait peut-être pu anticiper différemment. Et ça sert à rien. On voit bien qu'on est face à une difficulté. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est se retrousser les manches. Qu'une difficulté technique devienne un problème politique, ça arrive. Maintenant, sincèrement, tout le monde veut regarder. Donc on n'a pas forcément de date, mais ça va se régler. C'est ce que vous dites ? Moi, je n'ai pas la date. Et puis s'engager sur une date, vous savez, on est sur des traitements de dossiers. Il faut vérifier des pièces, il faut s'assurer que tout est là. Si jamais il en manque une, il faut que le demandeur complète. Donc, un mot, je voudrais qu'on parle avant de passer à la troisième partie et qu'on évoque quand même ces élections du mois de juin. L'Europe investit aussi dans des projets dans le territoire. C'est ce qu'on appelle le FEDER, le Fonds européen de développement régional. C'est quoi, par exemple ? Le FEDER, c'est par exemple des projets sur la biodiversité, sur la société à faible carbone. On a mis 13 millions d'euros sur la société numérique. C'est pour les 4 ans qui viennent, 33 millions d'euros pour les territoires ruraux. C'est une nouveauté. Le FEDER n'était pas ouvert aux territoires ruraux dans la programmation précédente. Pardon, c'est peut-être un peu technique. Quand je parle de programmation, il faut comprendre que le budget et les fonds européens sont organisés par période. C'est facile à obtenir ? Ah oui, le FEDER est assez facile à obtenir, oui, bien sûr. Oui. On n'est pas en concurrence avec d'autres régions ? Une fois que les répartitions sont faites de région à région, nous avons notre enveloppe et à nous de la consommer. Sur la programmation qui s'ouvre là, on a presque 30% de plus de FEADER, donc les fonds qui vont à l'agriculture, et 15% de plus de FEDER par rapport à la période précédente, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle, et c'est parce qu'on a su bien négocier à Paris et à Bruxelles. Donc c'est plus d'argent européen pour la Bourgogne-Franche-Comté. Ça, c'est à mettre au crédit de la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, on votera donc le dimanche 9 juin pour envoyer 80 eurodéputés français à Strasbourg, 80 sur 720 députés européens. De ce scrutin européen, on parle peu ou pas assez, si ce n'est au travers des sondages qui placent, ça ne vous a pas échappé, le Rassemblement national en tête. Pourquoi l'Europe peine tant à intéresser, Patrick Molinoz ? Plus on est loin du citoyen, plus il est compliqué désormais d'intéresser le citoyen. Le maire est mieux vu, mieux perçu que le conseiller départemental, qu'il est mieux que le conseiller régional, qu'il est mieux que le député, qu'il est mieux que... Bon, bref. Donc on a une question de distance. On a cette question aussi terrible des responsables politiques de tous bords qui, encore une fois, font peser sur l'Europe tous les maux de la terre. Quand c'est réussi, c'est le politique, quand c'est raté, c'est l'Europe ? Non, c'est ce que beaucoup de politiques font. Mais je pense qu'en réalité, c'est une responsabilité collective. Les médias aussi pourraient s'intéresser plus à l'Europe plus pour ça souvent. Qu'on vous a invité. On pourrait faire plus de pédagogie, mais c'est pour ça que je ne vous en fais pas le reproche. Mais globalement, on ne fait pas assez de pédagogie. Parler d'éducation civique, le président de la République en a parlé récemment. Moi, j'ai trouvé que ce qu'il a dit sur le sujet était parfaitement bienvenu. Mais dans l'éducation civique, il faudra évidemment ne pas oublier l'échelon européen. Les radicaux de gauche sont extrêmement attachés à l'Europe des territoires, par exemple. Moi, je crois que l'Europe sera mieux perçue et mieux comprise demain si on écoute les territoires. Et les territoires, c'est quoi ? C'est les élus locaux. Moi, je plaide pour qu'il y ait des listes aux européennes qui soient constituées d'élus locaux, de maires, de conseillers régionaux, parce qu'il faut faire entendre aussi à Bruxelles ce qu'est la réalité sur le terrain, et nous sommes les mieux à même, les plus au contact des réalités. Alors on comprend quand même depuis quelques jours avec le nouveau gouvernement qu'un match s'installe entre la majorité présidentielle et le RN. Est-ce que cette élection, elle est en train de devenir une élection nationale ? Le drame des élections européennes, c'est que malheureusement, c'est un peu comme les référendums. Quand il y a un référendum, on ne répond pas à la question, on répond à celui qui la pose. Les élections européennes, c'est trop souvent l'occasion d'un match national et pas un match sur les enjeux européens. Vous craignez qu'on ne parle pas assez d'Europe ? Non, on ne va pas parler assez d'Europe. Or, les enjeux sont considérables. Nous n'aurions pas survécu à la crise Covid sans une mobilisation aussi forte de l'Union européenne. Nous n'aurions sans doute pas préservé la paix dans l'Union européenne face à l'agression russe en Ukraine si l'Union n'avait pas été présente.
une Union européenne qui serait, un Parlement européen qui serait dominé par les nationalistes xénophobes et racistes, on va en parler. Ça serait forcément un recul incroyable et possiblement un danger réel pour la sécurité et la prospérité sur notre continent. C'est évident. Effectivement, l'extrême droite gagne du terrain partout en Europe. On l'a vu en Italie avec Giorgia Meloni. On l'a vu plus récemment avec la victoire de Geert Wilders aux Pays-Bas. Comment vous analysez cette poussée de l'extrême droite ? Il y a un populisme et une espèce de crise identitaire que je trouve extrêmement malsaine. Elle parcourt le monde entier. Vous avez vu les résultats en Argentine, le risque du retour de Trump aux États-Unis. Ces gens-là étant potentiellement tous alliés de Poutine, comme le RN d'ailleurs, de nombreuses études et de nombreuses enquêtes ont démontré les liens entre la Russie et le Rassemblement national. Donc les enjeux derrière sont extrêmement importants. Et en plus, quand ces partis populistes et extrémistes arrivent au pouvoir, ils ne font pas ce qu'ils disent. Voyez Madame Meloni, elle est élue comme le Front National souhaite l'être sur le rejet de l'autre et l'immigration, et elle vient de réouvrir les frontières pour 450 000 Mais qu'est-ce que vous répondez, vous, concrètement, aujourd'hui, à tous ceux qui disent on a tout essayé, on a été déçus, la droite, la gauche, les en même temps. Pourquoi pas tenter Jordan Bardella, le RN ? Mais pardon, tout ça est d'une... Excusez-moi, hein, mais c'est à la fois vrai qu'on n'a pas essayé, mais enfin on n'a pas essayé de se jeter du haut du pont, et je continue de penser que ça n'est pas une bonne idée. Mais c'est ce qu'on entend parfois. Qu'est-ce que vous répondez ? Mais je réponds qu'il faut de la mesure et de la nuance en toute chose. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Quand je vous dis 1,5 milliard d'euros européens sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté, quand je vous dis que 600 entreprises de Bourgogne-Franche-Comté existent grâce à l'export et à leurs relations internationales, ceux qui veulent qu'on se replie sur nous-mêmes ne pourront plus demain même avoir d'emploi. Enfin, regardez les vêtements que nous portons, les véhicules dans lesquels nous circulons. Enfin, tout est interpénétré. Nos relations avec l'économie allemande sont d'une étroitesse incroyable. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'Union européenne. Enfin, l'Union européenne, c'est la garantie de nos emplois, c'est la garantie de la prospérité. Alors évidemment, ça présente des complexités. Et puis, c'est un bouc émissaire facile. Mais la vérité vraie, c'est que 70 ou 80 millions d'habitants, ça ne pèse pas dans le monde. Et nous avons donc intérêt à nous allier dans un process démocratique. Vous parlez d'alliés, une liste pour les écolos, une liste pour LFI, une liste pour le PS, une liste pour le PRG. La gauche est explosée façon puzzle. Comment vous comptez faire campagne et surtout vous faire entendre ? Bon, écoutez, ça, après, qu'il y ait des approches diverses, moi, c'est la richesse de la démocratie. On verra bien à la fin combien il y aura de listes en réalité. Les radicaux de gauche sont pour une Europe des territoires, croient en un avenir fédéral, ont toujours été des démocrates avec chevillés au corps les principes républicains. La question de la laïcité, qui est très française, doit être reportée et reposée à nos collègues au Parlement européen. Moi, j'en parle au Comité européen des régions et après les attentats terroristes du Hamas en Israël, par exemple, cette question, j'ai pu le constater auprès de mes collègues, peut être abordée et ouverte. Donc il faut qu'il y ait des voix distinctes. En tout cas, il faut envoyer au Parlement européen des pro-européens. C'est vraiment... Est-ce qu'il va falloir aussi une Europe puissante quand on sait qu'au mois de novembre, on va avoir d'autres élections importantes et éventuellement le retour de Trump aux États-Unis ? Il faut une Europe puissante. C'est d'ailleurs une des grandes difficultés de notre organisation, et c'est sans doute ce qui est le plus difficile, c'est-à-dire que lorsqu'un État pense qu'il se départit de sa fonction principale, qui est celle de la défense de ses concitoyens, ses fonctions régaliennes, c'est compliqué. Donc mettre ensemble nos armées, nos moyens de renseignement, ces choses sont complexes. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'elles sont complexes qu'on ne peut pas y arriver. Et il faut que l'Europe puisse avoir une voix. Les choses se sont améliorées au fil du temps. Nous ne sommes pas encore en capacité d'avoir réellement une pleine défense européenne, mais il y a plein de motifs d'espoir. Il faut que la volonté soit là. Ceux qui ne veulent pas d'une Union européenne forte, en réalité, sont des adversaires des nations de l'Europe. C'est bien ça qui... C'est l'inverse de ce qu'ils nous disent. Ils disent oui, la préférence nationale, la nation avant l'Europe, etc. Sauf que la nation sans l'Europe n'existera plus demain. Nous serons broyés à l'échelle du monde face à plus d'1 milliard d'Indiens, d'1 milliard de Chinois, de la puissance américaine. Si nous ne nous allions pas, tout simplement, nous allons péricliter. Enfin, un enfant de 5 ans peut comprendre qu'on est plus fort en équipe que tout seul. C'est ce qui se joue. Mais dans une équipe,
il y a des personnalités et des membres différents. Il faut accepter qu'un Allemand soit un peu différent d'un Français et l'Espagnol doit accepter que le Français est un peu différent. Mais à la fin, on fait équipe et on préserve l'essentiel. C'est ça l'idéal européen. Il reste 1 minute d'émission. Qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs qui nous regardent, aux Bourguignons et aux Franc-Comtois qui nous regardent, pour qu'ils aillent voter? Qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre d'aller voter le 9 juin? D'une manière générale, il faut aller voter. Même si vous n'êtes pas content de ce qui se passe, interpellez vos élus, interpellez les journalistes, lisez. La démocratie, elle est mortelle. C'est ce que l'agression de Poutine sur l'Ukraine nous apprend. La démocratie, c'est un effort permanent, c'est une éducation, c'est un effort sur nous-mêmes, c'est prendre le temps d'écouter les autres. L'Europe, elle sera forte si la France est forte en Europe. Les radicaux de gauche vont, j'en profite, conduire une liste parce qu'on croit à cet idéal. On peut avoir les pieds fermement ancrés dans notre pays, dans sa culture, et en même temps le regard dans les étoiles de l'Europe. Merci beaucoup Patrick Merci. Molinos d'avoir été notre invité. L'Europe, il en sera question évidemment dans d'autres émissions sur France 3 Bourgogne d'ici quelques semaines. Passez une très belle journée. Merci et à bientôt.